Alors la troisième et dernière conférence de cette mini-session filmée va être donnée par Jean Rondet. Jean Rondet est ingénieur de formation. Il est particulièrement intéressé par les problèmes de gestion des forêts face à l'évolution climatique. Il est fondateur de la société Sens et Territoires, qui vise à monter des projets pour à la fois mettre en valeur, du point de vue économique, les territoires, en particulier ruraux, tout en les préservant de façon durable. Et il est aussi, il dirige l'Institut mycologique européen. Donc voilà, je lui passe le micro. Oui, merci beaucoup de votre présence et de votre courage aussi d'assister à 3 conférences de suite, bon, bien qu'elles soient passionnantes, en tout cas les 2 premières. Et merci beaucoup, premier conférencier. Donc, pour faire le lien avec les 2 autres conférences, ça change un petit peu si vous avez lu le programme. Ça, en fait, peut-être on ne s'était pas tout à fait accordé sur le thème. Là, en tout cas, j'ai élargi le sujet de manière aussi à faire des liens avec la première conférence à l'évidence, parce que effectivement, il y a le changement climatique a un gros impact sur les forêts. Et donc, que fait-on aujourd'hui pour adapter les forêts à ces questions climatiques? Et puis, avec la deuxième conférence, ma foi, c'est l'origine de la vie. Les champignons sont très impliqués quant à l'installation de la vie sur les terres émergées. Il y a vers 500 millions d'années par là. Il y a énormément de mystères, mais il semblerait que les champignons soient évidemment présents depuis l'origine. On sera amené à en reparler. Donc voici pour les liens. Un autre lien avec la première conférence aussi, c'est que l'agriculture va être très impactée par le changement climatique. Et puis d'autre part, les terres agricoles disparaissent assez rapidement, souvent parce qu'on les utilise à d'autres usages. Il y a un gros problème avec ça. Beaucoup d'autres raisons qui font que les terres agricoles sont soumises à rude épreuve. Et donc il va falloir chercher de nouveaux aliments. Et il est vrai que dans certains territoires, on utilise les champignons comme de véritables aliments. Vous avez peut-être entendu parler d'Okinawa, qui est cette île des centenaires. Et sur les 8 aliments principaux utilisés par ces Japonais, de cette île particulière, il y a 2 champignons quand même. Et donc, également dans la pharmacopée japonaise ou chinoise, on utilise de longue date les champignons comme des aliments intéressants, des alicaments, on pourrait dire, ou des aliments fonctionnels qui sont intéressants pour la santé. C'est pourquoi il y aura quelques petites diapos à la fin très courts, faute de temps bien sûr, sur cette question alimentaire. 6 points en revue, avec le premier donc, qui me semble très important pour la forêt. Et on pourra dire 3 mots sur l'agriculture. Ce n'est pas les mêmes champignons qui sont associés aux arbres forestiers, tout au moins sous nos climats, que les champignons qui sont associés aux plantes cultivées, comme le blé, le maïs, les légumes. Mais il faut savoir que la quasi-totalité des plantes sont associées à des champignons. Et s'il n'y avait pas de champignons, il n'y aurait pas ces plantes. C'est-à-dire qu'en réalité, la plante... Le problème de la pensée, c'est un outil merveilleux qui permet de faire des liens, mais c'est aussi un outil qui sépare. Et donc, on a le concept de plante, on a du mal à le concevoir qu'en fait, une plante n'existe pas toute seule. C'est une sorte de... Toujours, il y a une symbiose plante-champignon dans cette... qui explique la vie des plantes, en fait. Et donc, on va regarder ça un petit peu sur le plan des arbres forestiers. Un petit peu de gestion forestière, quelques points importants pour dire que malheureusement on a beaucoup simplifié les forêts dans la gestion moderne qu'on en a faite. Pourquoi? Bien comme d'habitude pour mécaniser, pour simplifier, pour rentabiliser, et on a détruit beaucoup de potentiel de biodiversité en faisant cela, parce que dans une forêt, bien, un élément très essentiel de la vie, de la biocénose, ce sont les arbres évidemment qui créent même un climat, qui créent les sols en grande partie. Donc quand on simplifie les arbres, la strate des arbres, on simplifie tout. Voilà. Donc on a fait ça pendant quelques dizaines d'années là, et on s'aperçoit que c'est quand même un peu cataclysmique ce qu'on a fait, donc il va falloir faire machine arrière. C'est commencé en France, dans certains pays pas du tout. Et donc il faut revenir en arrière, recréer de la biodiversité, donc on parlera de ça.
On parlera d'un autre type, il y a deux grands types de champignons en forêt. Vous verrez, des champignons qui sont associés aux arbres vivants, c'est-à-dire qui vivent sur les racines, et puis des champignons qui recyclent le bois mort, en particulier également les feuilles, c'est-à-dire ce qu'on appelle la litière de feuilles, mais également de brindilles, de troncs d'arbres, etc., de bois mort. Donc c'est une autre catégorie de champignons. Donc on parlera de ça aussi. Et puis pour en arriver au quatrième point, qui était un peu le sujet initial présenté sur le programme, qui est la question des champignons comestibles. Voilà. Je ne sais pas si ça intéresse, je pense que ça intéresse des gens dans le sud-ouest en général. Voilà, il y a toujours des mêmes questions qui se posent. Souvent, avant de faire un exposé sur les champignons, je prends un tableau, puis je demande, on fait la liste des 10 questions principales sur les champignons. Donc il y a reviennent des questions très 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 importantes sur le fait que est-ce qu'un cep pousse progressivement ou d'un coup, est-ce que la lune a un effet, enfin toutes ces questions qui passionnent les cueilleurs de champignons. Donc si vous avez ces questions-là, rassurez-vous, vous pouvez les poser, puis je donne 3 réponses là-dessus de toute façon dans l'exposé. Est-ce que c'est un aliment véritable, un champignon? Il y en a qui en doutent, y compris un restaurateur 3 étoiles, je ne citerai pas le nom, très spécialisé sur les champignons, qui me disait encore au téléphone l'autre jour, mais en fait, avec mon père, il travaille à 2, en fait, on n'est pas sûr que ça soit un véritable aliment. Nous, on l'utilise dans la gastronomie, mais est-ce que c'est vraiment un aliment? Et donc, oui, en réalité, on essaiera de le montrer un peu. Et puis, dernier point, c'est, on est ici dans le Val d'Azun, on est ici dans la communauté de communes Pays des Gaves, Vallée des Gaves Pyrénées, c'est ça? Oui, c'est ça, à chaque fois. Et donc, est-ce qu'il y a un projet intéressant à faire ici? Donc, on en a déjà parlé, on a un projet en réalité ici. Donc, on en dira quelques mots. Dans les champignons qui vivent sur les racines des arbres, on va voir comment, on a des très bons comestibles. Puis évidemment, on a des champignons toxiques. Donc, vous savez, la difficulté quand même de reconnaître les champignons par rapport aux plantes, parce que c'est moins facile. Il y a des aspects très différents selon le climat, selon... Ça peut être très petit, très gros, enfin c'est assez compliqué. On peut confondre par exemple, un truc fréquent, c'est les lépiotes, vous savez, les grandes coulmelles. Il y a des petites lépiotes, en fait. Les gens qui ne connaissent pas, ils vont manger 2-3 petites lépiotes. Il y en a des très toxiques, donc c'est assez compliqué. C'est un monde compliqué. Il y en a qui mangent ce qu'on appelle des golmottes, les Amanita rubescens, l'amanite rougissante. C'est discutable, il y a quelques types d'amanites rougissantes qui peuvent être dangereuses, donc il faut vraiment faire gaffe. Voilà. C'est pas figé comme ça, et après, avec les outils de biologie moléculaire, on s'aperçoit qu'une espèce, en fait, peut-être, en réalité, il y a plusieurs espèces là-dedans, et avec des caractéristiques moléculaires de toxicologie un petit peu différentes, donc c'est un monde complexe. Après, quand on en connaît bien une dizaine, c'est bien déjà, parce que beaucoup de gens ramassent que 3-4 champignons comestibles. C'est assez vite possible d'en connaître 10, 20, voilà. Mais de bien les connaître. C'est-à-dire d'aller avec quelqu'un qui les connaît, qui les a mangés, etc. Pas simplement le bouquin. Vous connaissez ça. Donc, l'histoire des champignons associés aux arbres, c'est quand on commence à découvrir ça, alors qu'à l'école, on a appris que finalement, comment fonctionnaient les arbres, on a appris ça. C'est-à-dire que la partie aérienne, comme toutes les plantes, hein, la partie aérienne réalise la photosynthèse, donc capte le CO2 et de manière simplifiée fabrique des sucres, mais bien d'autres molécules également, grâce à ces petites usines chimiques qu'on a dans les feuilles, qui s'appellent des chloroplastes. Eh bien, grâce à ces parties vertes de la plante donc utilise le CO2, et puis dans le sol, qu'est-ce que fait la plante? Elle va chercher l'eau et les minéraux et l'azote également d'ailleurs, avec ce que l'on dit, avec ses racines. Tout le monde a appris ça. Et puis en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, dans le sol, associé aux racines, on a des kilomètres et des kilomètres de filaments mycéliens qui sont étroitement associés au système racinaire, qui prolongent le système racinaire. On a mesuré par exemple qu'un chêne de 15 ans, il a 10 km de racines, mais
la partie fonctionnelle des racines, c'est-à-dire celle qui permet d'absorber l'eau et les minéraux, c'est juste la partie terminale de toutes les racines fines. Donc dans ces 10 km, c'est très peu d'endroits, et c'est ce qu'on appelle les poils absorbants, vous vous souvenez de ça peut-être un petit peu. Et on pense que on apprend à l'école un petit peu que c'est les poils absorbants qui absorbent l'eau pour les plantes. En fait, non, oui, mais tellement peu, par rapport aux 40 000 km de filaments mycéliens qui sont associés à un chêne de 15 ans. Alors, imaginez un bois où il y a centaines d'arbres de 50 ans, imaginez la longueur de ces filaments mycéliens, qui eux sont très fins, mais ils peuvent absorber l'eau et les minéraux sur toute leur surface. En fait. Après, c'est comme des tubes, c'est des fils de cellules, comme des tubes, qui peuvent conduire l'eau, les minéraux et l'azote de manière très 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 rapide, comme ça. Donc ces filaments sont très fins, vont pouvoir explorer le sol dans ce qu'on appelle la microporosité du sol, dans des parties très très fines, pour aller chercher l'eau, même dans des sols assez secs. Et cette eau ensuite est conduite rapidement par ces tubes jusqu'aux racines et ensuite dans l'ensemble de l'arbre. Donc en fait, un arbre s'alimente à 100%, allez, 99,9% à travers les réseaux mycéliens et non pas directement à travers les racines. Autrement dit, un arbre, c'est pas une plante en fait. C'est une communauté. Il y a une plante, et puis pour un arbre isolé, on aura au moins une centaine de ces champignons-là, d'espèces différentes. Alors tout à l'heure, Mme Vauclair signalait à juste titre nos 2 kilos de bactéries. On ne vit pas tout seul, depuis toujours. Et pourtant, on a le concept qu'un homme, c'est séparé des bactéries. Mais ça ne peut pas vivre séparément. Et c'est pareil pour ça. Hein. Et en fait, quand on regarde l'essentiel des êtres vivants, on retombe toujours sur des systèmes de solidarité, comme ça, et des systèmes de communauté. Alors, on pourrait parler d'une symbiose homme-bactérie avec les bactéries. On ne parle pas de symbiose parce que c'est un terme très scientifiquement précis, mais en réalité, c'est une symbiose, on vit ensemble et on a besoin l'un de l'autre. Donc c'est comme ça pour les arbres et les champignons. Donc là, on a une vision, c'est une photo prise à la loupe binoculaire, ça grossit 20 fois à peu près, et on a ces petites choses là qui font à peu près 2-3 mm de long, et qui correspondent en fait à des petites radicelles qui se trouvent envahies de mycélium, alors déjà entourées de mycélium, donc ça forme un manteau, le mycélium entoure comme ça, il pénètre à l'intérieur de la petite radicelle jusqu'à un certain niveau, et puis de l'autre côté, il va explorer ce mycélium, le sol, tout autour de cette chose qu'on appelle une mycorhize, parce que myco c'est champignon et rhize c'est racine, donc c'est un organe mixte. Et en fait, c'est la zone, vous comprenez, c'est par là que l'arbre se nourrit, en fait, c'est uniquement par ces mycorhizes. Hein, oui. Donc on a des millions et des millions de mycorhizes dans un sol forestier, et si un arbre est associé à 100 champignons, eh bien, en prenant le temps de regarder, on va trouver une centaine de formes de mycorhizes différentes, comme ça. Alors, quand on déterre un petit peu de terre, je crois que j'avais une photo de ça, voilà d'autres encore. Et la photo du bas, on voit donc, on devine une mycorhize, quelques mycorhizes là, par exemple, là, vers la droite, ici aussi. Et puis, on voit ce réseau de mycélium qui forme aussi ce qu'on appelle des cordons. C'est-à-dire, le mycélium peut faire des filaments séparés, mais il peut se réunir aussi pour faire des choses un petit peu plus grosses, qu'on appelle des cordons de mycélium. Et ça a le mérite de conduire l'eau encore plus rapidement. Une espèce de champignon en fructification, c'est aussi un type de mycorhize dans le sol qu'on va trouver si on cherche bien. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une mycorhize? Quand on fait une coupe longitudinale comme ça de cette mycorhize, on s'aperçoit que c'est une petite racine. Je prends cette chose magnifique. Donc, c'est une racine, et en fait, ça, c'est le manteau. Comme on a mis ça sur une plaque de microscope, on a détruit tout le réseau mycélien, là, il est plus là, mais il faut imaginer qu'à partir de là, on a des filaments qui partent partout. Mais c'est difficile à observer comme ça au microscope. Et ce qu'on voit un petit peu en noir, là, c'est le mycélium, il pénètre un petit peu jusque-là, vous voyez. Il pénètre jusque-là, souvent ça peut arriver jusque-là,
Et ici, on a ce qu'on appelle le cylindre central. C'est là où il y a les vaisseaux conducteurs de sève. Il ne faut pas que le mycélium rentre là, parce que sinon il pourrait boucher les vaisseaux conducteurs de sève. Et à ce moment-là, ça ne serait pas un champignon symbiotique, un allié, ça serait un parasite. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un champignon parasite, c'est un champignon qui respecte complètement la vie de la racine et le fait que la racine a la fonction de conduire la sève dans ce cylindre central. Et voilà, c'est ça qui se passe. Là on voit, c'est pareil, on voit ce qu'on a ici étroit, c'est le réseau de mycélium, et puis les formes au milieu, ce sont les cellules de la plante. Voilà encore une vision du mycélium coloré en rose et de la cellule végétale qui est colorée en bleu ici. Et donc cet échange qui va se faire en fait de manière intime là, entre l'arbre et la... Donc que fait le végétal? Il offre aux champignons des sources de carbone, parce que le champignon ne fait pas de photosynthèse, et donc il ne peut pas se nourrir tout seul, il a besoin des molécules organiques fabriquées par la plante. Donc on dit sucre pour simplifier, mais quand on apprend la photosynthèse à l'école, on parle des sucres, mais bien, il y a d'autres types, toutes les molécules sont à la source de toutes les molécules de la vie en fait. Et par ailleurs, le champignon offre à l'arbre l'eau, les minéraux et l'azote qu'il va chercher dans le sol au bénéfice de l'arbre. Alors, quand on parle de champignons, évidemment, on simplifie, on voit la fructification, et donc les champignons ont bien deux formes très différentes. Il faut penser que la forme principale qui reste toute l'année dans le sol, c'est la forme mycélienne, donc c'est une colonie de mycélium, ça s'appelle un thalle aussi, un réseau de mycélium qui reste là toute l'année. En hiver, il subit un peu certaines contraintes de froid, en été, il peut subir des contraintes de sécheresse, mais bon an, mal an, il va rester là, et c'est pourquoi et puis, à certains moments, donc, on va avoir une fructification, c'est-à-dire ce mycélium va fructifier. Je l'ai fait en bleu exprès pour symboliser le fait que, bien que les champignons aient une forme particulière, les chanterelles, les cèpes, etc., si on regarde finement, en fait, en réalité, c'est jamais que du mycélium assemblé d'une manière un peu particulière. Ce sont des organismes qui sont simples du point de vue morphologique, malgré tout, même s'ils ont des jolies couleurs, etc. C'est beaucoup plus simple qu'une plante vasculaire avec des vaisseaux conducteurs de sève, des feuilles, des branches, etc. Ça vraiment, c'est des formes beaucoup, beaucoup plus simples. Mais très efficaces. De temps en temps, la fructification. Alors, ça, c'est un cèpe qui fait 1,5 mm. Et donc, normalement, ça répond à la question, les cèpes grossissent-ils? Oui, comme tous les autres champignons. Parce que sur les cèpes, c'est amusant de voir que pour certains cueilleurs de cèpes, que les autres champignons grossissent et qu'on les voit grossir en revenant, ça ne pose pas de problème, mais pour le cèpe, quand même, c'est un champignon magique. C'est peu particulier, le cèpe. Je ne sais pas si vous avez des gens qui font des remarques là-dessus, autour de vous, mais... Et donc, de temps en temps, suite à des phénomènes climatiques en particulier, le mycélium arrête de pousser de manière comme ça, confortable, on va dire, avec... du CO2 en abondance, parce qu'il respire, donc il fabrique du CO2, donc le sol est un petit peu riche en CO2, la température est bonne, etc. Puis tout à coup, il se met à pleuvoir, alors en plus, il y a de la grêle, c'est froid, il y a le froid, la pluie, et puis le lavage du sol, ça change les gaz, la composition gazeuse du sol, ça réoxygène le sol, en fait, et donc tout ceci provoque la fructification. En synthèse, sur ce petit sujet, on a donc, quand on cueille un champignon, en fait, bien, si on suit la trace de l'histoire, si on remonte pour arriver à l'arbre, eh bien, voilà, on a le mycélium, les mycorhizes, les racines et puis l'arbre. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une règle absolument générale, c'est qu'un arbre, c'est 100, 150 champignons différents associés à ses racines. Toujours. Sauf très petit. Un petit arbre de pépinière peut avoir un seul champignon ou deux, mais dès qu'on l'installe en forêt, ça y est, les champignons en quelque sorte, les spores vont germer à sa proximité. Ou un grand arbre qui est déjà porteur de mycélium de dizaines de champignons, ce mycélium va pouvoir gagner le système racinaire du petit arbre qui est planté à côté. Donc très vite, on a un arbre qui est colonisé par au moins une centaine de champignons.
D'autre part, ça c'est... Vous avez peut-être certains d'entre vous lu ou vu ce film ça, sur l'intelligence des arbres, qui a beaucoup de succès, sans doute parce que on a là la manifestation d'une solidarité qu'on ne soupçonnait pas entre les arbres. Donc dans le film, on explique que vous voyez-le, le livre est pas mal aussi, mais voyez le film, on voit, c'est bien mis en image. Il y a une chercheuse canadienne aussi qui est super, là, qui met ça en évidence, que les arbres sont reliés entre eux par ces réseaux de mycélium. Donc un même champignon peut relier plusieurs arbres, et de proche en proche, tous les arbres d'une forêt sont reliés entre eux, de manière souterraine. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous avez imaginez le grand sapin avec les petits sapins en dessous, tu te demandes comment ils peuvent se nourrir, les pauvres. Parce que le grand sapin a des myriades de racines, des kilomètres de mycélium à son profit. En fait, c'est que le grand, il nourrit le petit, en réalité. Il lui transfère une partie des produits de photosynthèse qu'il a fabriqués. Et le film explique ceci aussi, qu'on commence à mettre en évidence, c'est que les arbres d'une même espèce aident les petits de la même espèce, mais également des arbres d'espèces différentes. Et il y a un équilibre qui se fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une forêt diversifiée, où on a plusieurs essences d'arbres, eh bien, on a des signaux qui passent, qui font que, par exemple, si une contrainte un peu difficile climatique, certains arbres vont arrêter de croître, tandis que les autres vont croître, et puis après, ça change. Donc, il se passe le relais, parce qu'ils ne peuvent pas vivre tous ensemble, ils ne peuvent pas pousser tous ensemble, il n'y a pas assez de ressources. Voilà, il y a plein de solidarités comme ça qu'on commence à peine à découvrir. Donc d'avoir joué un peu les apprentis sorciers en simplifiant les forêts, c'est d'avoir joué les apprentis sorciers. Parce qu'on ne connaît pas, donc on simplifie, puis après on s'aperçoit que cette complexité était évidemment nécessaire, puisqu'elle existe depuis... ce type de forêt existe depuis 100 millions d'années à peu près. Donc si elles sont là aujourd'hui, c'est que peut-être ça avait un certain sens. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est peut-être trop rapide de simplifier les écosystèmes comme ça, en espérant que ça marche bien, quoi. Voilà. Donc la forêt comme un seul grand organisme, c'est une notion qui est réelle en fait, hein, qui a du sens. C'est pas simplement pour faire de la poésie. En fait, c'est vrai. Donc comment on assure, pourquoi la biodiversité est-elle intéressante? Alors, on parle beaucoup de biodiversité dans les programmes de forestiers, environnementaux, etc. Mais on se dit, mais en fait, à quoi ça sert la biodiversité? Donc c'est difficile de voir exactement à quoi sert tel insecte, etc. Dans le système de forêt, est-ce qu'il est vraiment indispensable cet insecte-là, etc. Les champignons, au moins, on sait qu'il y a un lien direct entre racines et mycélium. Donc s'il n'y a pas de champignons, il n'y a pas d'arbre. Voilà. Après, pourquoi il faut une centaine de champignons et que 150 champignons, c'est mieux que 100? Donc si on a une haie très sapinière, on a plus de diversité de champignons que si on a que du sapin, que du hêtre. Donc dans les Pyrénées, on a souvent une sapinière dans un espace qui devrait accueillir de la haie très sapinière. Mais on a supprimé, vous vous souvenez, autrefois, on supprimait le sapin parce qu'on préférait le hêtre pour faire du charbon de bois. Et ça fait longtemps que ça dure. Et puis dans d'autres cas, on dit non, on va supprimer le hêtre parce qu'on veut faire de la charpente avec du sapin. Donc d'avoir plus les deux fait qu'il y a moins de champignons différents. Alors maintenant, avec le changement climatique, on se dit c'est un problème parce que c'est moins souple, moins adaptable. Pourquoi? Parce qu'il y a des champignons dont le mycélium fonctionne très bien en sol très humide. Ils arrivent à respirer en sol très humide. Par contre, d'autres, c'est le contraire. Ils arrivent à fonctionner dans des sols très 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 secs. J'ai mis cela parce que le cèpe de Bordeaux à gauche, lui, il aime bien les sols humides. C'est-à-dire que pour avoir des beaux cèpes de Bordeaux, ça veut dire qu'il faut un mycélium qui alimente le cèpe en eau. Mais le mycélium qui alimente le cèpe en eau, s'il arrive à l'alimenter en eau, c'est qu'en même temps, le mycélium alimente l'arbre en eau. Vous voyez hein, ça? Celui de droite, s'appelle un cèpe des pins de montagne, Pinophyllus, Boletus Pinophyllus, et il est sous un pin laricio, en Corse, plein mois d'août. Il n'a pas plu depuis un mois. En plus, les cochons et les sangliers massacrent les sols en Corse. Je ne sais pas si vous voyez ça, sous les châtaigniers, c'est un truc. Et puis sous les pins laricio aussi. Donc là, dans un terrain où vraiment le sol est massacré, soumis, donc remué, c'est-à-dire que l'eau qu'il y a, il s'évapore, etc. On a ce cèpe qui fonctionne parfaitement. On a des magnifiques sporophores, ça s'appelle, une fructification, qui apporte des spores. Donc c'est un mycélium qui fonctionne en sol très très sec.
Et en Espagne, il y a des bois où, par exemple, c'est le pin sylvestre, en haut des pentes, on ramasse celui-ci, là, on cueille celui-ci, le cèpe des pins de montagne, parce qu'il aime les sols secs, sols drainants, et en bas, on a le cèpe de Bordeaux. Voilà, donc on a des champignons très différents, adaptés à des conditions différentes. Donc, si on a des conditions climatiques difficiles, eh bien, si on a une grande diversité de champignons, on a un système qui est beaucoup plus, s'appelle résilient. C'est un terme très à la mode pour tout, mais en forêt, on utilise beaucoup. La forêt est beaucoup plus résiliente quand il y a beaucoup plus de champignons. Il faut avoir une diversité d'arbres, d'essences, on l'a déjà dit, et aussi une diversité d'âge, parce que les jeunes arbres sont associés à certains champignons plutôt, et les arbres plus grands à d'autres champignons comme ça. Il y a on sépare les champignons en 3 stades. Stade précoce, petits arbres, pépinières par exemple, stade tardif et stade intermédiaire. Alors le cèpe, lui par exemple, il est précoce et intermédiaire. Voilà. C'est-à-dire en fait, stade intermédiaire, c'est un arbre de 100 ans, c'est un arbre encore jeune. Hein, donc on va avoir des cèpes sous les arbres de 100 ans, mais on va les trouver déjà sous des arbres très très jeunes. Et déjà, sous des arbres de 3-4 ans, on peut avoir déjà le mycélium et les mycorhizes de cèpe qui sont installés. Donc c'est... voilà. Par contre, il y a des champignons qui sont de stade beaucoup plus tardif, donc c'est intéressant d'avoir cette diversité d'âge pour avoir plus de champignons. Et comme on a vu que les grands aidaient les petits, mais les petits peuvent aider les grands aussi. Si les grands arbres souffrent parce qu'il n'y a plus assez d'eau, etc., les petits qui sont en sous-étage, on peut penser qu'ils aident aussi les grands à survivre. Donc il y a des solidarités dans les deux sens. Et donc les champignons associés aux petits, ils vont aider les grands aussi en réalité, via les petits. Vous voyez, c'est un système comme ça. L'autre catégorie de champignons, alors ça c'est des pieds bleus, c'est un délicieux champignon, il y a plusieurs espèces de pieds bleus en réalité, mais proches, des champignons qui décomposent les feuilles des arbres. Et d'autres exemples de champignons qui décomposent la matière organique, différents types de matière organique. Les coolmel, je suis désolé, elle n'est pas très belle, hein, cette coolmel. Elle est un peu vieillie, mais bon, elle est encore bonne normalement. Celui-là cuit dans certaines conditions. Cette chose, c'est comme là, le champignon le rosé des prés, en fait, décompose des matières organiques riches en azote. Vous savez, s'il y a des déjections animales, c'est pour ça qu'on les trouve en prairies bien pâturées, et que c'est des champignons qui utilisent les matières organiques avec les déjections mélangées, quoi, de la litière d'herbes mortes plus des déjections. Puis il y a d'autres champignons. Alors le coprin chevelu, hein, c'est un délicieux champignon qu'on ne peut pas confondre. Pas avec le noir d'encre, c'est pas possible. Il devient noir, hein, mais vieux, un peu plus vieux, quoi. Ça c'est un bon champignon. Donc c'est pareil, c'est le même système, ça décompose un peu des matières organiques riches. Et puis il y en a qui décomposent le bois. Voilà. Donc ces choses jaunes, là, des myxomycètes, là, des champignons très, très amusants en fait, drôles de champignons. Très primitifs en quelque sorte, qui fonctionnent de manière très très particulière, très simple. Et puis cette chose-là qu'on appelle des ganodermes en fait, qui sont des champignons médicinaux, intéressants. Comment on fait pour avoir des champignons comestibles? Alors là, je vous montre un verger en Dordogne qui produisait, il y a 10 ans de ça, 400 kg à l'hectare. Le pauvre agriculteur n'y pouvait rien au départ. Le riche agriculteur, il a observé ça. Ça lui rapportait beaucoup plus que ses châtaignes. Alors, il y a encore des vergers. Il y a un autre verger qui fonctionne encore de ce même type. Il y en a quelques-uns. Simplement, il arrosait. Et donc, dans le sud-ouest, le changement climatique était déjà bien effectif. Moi, je m'intéresse à ça. Je me tourne vers le collègue là-bas. Moi, j'ai voté René Dumont et José quand j'avais 20 ans. Et j'étais déjà sensible à cette histoire de réchauffement. Donc, je dis, mais voilà, encore il y a 10 ans, on arrosait les bois. Alors, bon, il y avait le canon à eau qui arrosait le maïs. Puis hop, on tournait le truc vers le bois et on lançait la fructification des cèpes. Ça a eu le mérite de savoir comment poussaient les cèpes avec l'eau, quoi. On a fait beaucoup d'études, en fait, en Dordogne à l'époque. Et en fait, on a donné des indications pour ne pas arroser n'importe comment. On dit surtout, vous attendez la pluie. On avait des appareils pour mesurer l'eau dans le sol, des tensiomètres, la variation d'humidité du sol. Et puis, on savait qu'il fallait 40 centibars, pour ceux qui connaissent le tensiomètre. Sur une échelle de 0 à 100, on humidifie un peu le sol, il faut 40 de différence
sur une échelle de 0 à 100. S'il n'y a que 20, ben, on rajoute un peu d'eau par arrosage, et puis là on lance la pousse. Et ça marchait très bien, donc des quantités minimes. Parce qu'au départ, il balançait 100 mm d'eau comme ça. C'était effrayant. Voilà. Midi-Pyrénées à l'époque et Aquitaine. Pour voir comment favoriser le cep dans les bois, ben, il faut connaître en fait le cycle de développement, parce qu'il y a un cycle de développement. Comment les mycorhizes s'installent de cep, parce que si vous avez des mycorhizes d'amanite et pas de cep, ça ne le fait pas. Il faut qu'il y ait des mycorhizes sur les arbres. Il faut après, comment pousse le mycélium, ben, il faut une certaine chaleur, donc on connaît maintenant un peu les conditions. On peut cultiver le mycélium en laboratoire pour savoir la température optimale. C'est toujours vers 20 degrés, 20-25 en fait. 25 pour des ceps qu'on a récoltés en Dordogne. Il fait chaud en Dordogne, on est à plus 2 je crois maintenant. On n'est pas à 1,4. Je crois que la Dordogne, il y a des coins en tout cas qui sont vraiment au niveau du climat qui sont... Donc des ceps un peu thermophiles, ils vont avoir un mycélium qui pousse la température un peu plus haute, 23-24 l'optimum. Et des ceps qu'on récolte en montagne, si on cultive le mycélium, on va voir que l'optimum c'est plutôt 18, 19. Et puis il faut un peu d'eau quand même, mais pas trop. Il ne faut pas le noyer pour que le mycélium pousse, mais il lui faut de l'eau quand même. Et puis à un moment donné, il y a l'eau qui tombe, et ça induit un ensemble de phénomènes qui président à la fructification, c'est à l'apparition sur le mycélium de petites boules, qu'on appelle des primordia. C'est-à-dire le mycélium, au lieu de pousser comme ça, de manière linéaire, il pousse en se recroquevillant comme ça, et ça forme des petites pelotes. Et ces petites pelotes, selon la génétique du champignon en question, va donner telle ou telle fructification. Les mystères de l'information. Alors, sur le premier point, simplement en allant vite, c'est qu'il y a des essences forestières qui sont pionnières. C'est-à-dire qui s'installent classiquement, vous avez un terrain que vous laissez à l'abandon, hop, il y a certaines essences, le bouleau par exemple, qui est une essence pionnière, qui supporte la lumière, qui supporte la solitude. Pourquoi ? Parce que, justement, une des raisons, c'est qu'il va pouvoir se mycorhizer à partir des spores de champignons qui sont arrivés dans le sol à proximité. Et puis, il y a d'autres arbres qui sont, on appelle des postes pionniers. Par exemple, le chêne pédonculé, c'est un pionnier, le chêne rouffe, c'est plutôt un poste pionnier. Et après, il y a ce qu'on appelle les dryades, c'est ceux qui arrivent en dernier. Le hêtre, le sapin, l'épicéa, sont comme ça. Et donc ceux-là, ils aiment bien avoir des pionniers à côté parce qu'ils vont plutôt se mycorhizer à partir du mycélium qui est déjà installé sur les racines des pionniers. Donc quand on veut faire adapter une forêt, planter une forêt, vous savez, par rapport au droit à émettre du carbone, on dit qu'il faut créer des puits de carbone, il faut créer de nouvelles forêts. Malheureusement, on plante des forêts comme ça, quoi. Alors qu'on a toute cette connaissance qui te dit non, il faut planter des forêts mélangées avec des pionniers, des postes pionniers et des dryades. Si vous voulez accélérer un petit peu, sinon, voulez-vous planter des pionniers, vous attendez 30 ans, etc. Mais, donc l'idée c'est de créer des forêts où on a tout de suite la diversité de champignons, sinon ça ne marchera pas. Avoir des champignons en forêt, de la même façon que sauver les arbres, c'est de diminuer la densité des plantations, diminuer la densité des grands arbres, les tâches dominantes, parce que les grands arbres consomment beaucoup d'eau. Donc si vous voulez économiser de l'eau, c'est-à-dire il y a moins de pluie, et surtout une période de végétation beaucoup plus longue dans l'année, donc les arbres vont consommer plus d'eau. Donc à l'hectare, s'il y a trop d'arbres, ça ne marche pas. Donc il faut diminuer la densité des arbres dominants, mais éviter que le soleil réchauffe le sol de manière trop brutale. Donc il faut essayer d'installer des sous-étages quand il n'y en a plus. Après, il y a le problème des cervidés qui suppriment les sous-étages en grignotant les petits arbres. Donc, tout ça, c'est une histoire. Mais ça dépend. On a des moyens. On peut faire des clôtures, des petits enclos pour protéger les tâches de régénération, tout ça. On devrait le faire parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, on a des appareils très simples qui sont utilisés en agriculture, qu'on utilise dans nos projets là, pour vérifier que quand on change la structure forestière, c'est-à-dire l'organisation des étages, et en particulier l'étage dominant, on va gagner de l'eau en bas. Donc on va comparer des bois denses avec des forêts moins denses, et puis on va vérifier qu'effectivement le bilan hydrique est meilleur avec telle ou telle gestion forestière quand on aura diminué la densité. Tout, voilà. Autre moyen d'avoir des champignons, c'est de faire des plants mycorhizés.
en pépinière en associant un arbre avec un champignon comestible. Alors on est sur des tentatives aussi d'associer un champignon comestible, puis avec aussi un champignon très apte à supporter des sols très secs. On peut faire les deux. Là, on a un lactaire délicieux. Alors les Français n'aiment pas trop les lactaires délicieux, mais les Espagnols, ils raffolent des lactaires délicieux. Ils sont en train de les perdre à cause du changement climatique, ils souffrent beaucoup de la chaleur. Et les pinèdes qui produisaient des lactaires délicieux sont en train quand même de prendre beaucoup de coups dans l'aile. Et donc, il y a un marché important. Donc on est en train de discuter en Auvergne sur... en Auvergne, il y a beaucoup de pins sylvestres, de planter à nouveau des pins sylvestres, mais mycorhizés, de façon à avoir une bonne production de... Ça marche très bien avec les lactaires délicieux. Il y a des Néo-Zélandais qui produisent autant de champignons que de bois en termes de revenus. C'est horrible, parce que c'est pareil, ils sont repartis sur de la forêt intensive, Pinus taeda, ça s'appelle, et donc c'est très intensif, donc c'est pas du tout un bon modèle. Par contre, en Auvergne, on va préconiser des modèles de forêt diversifiées avec un peu de ces arbres-là. Et les truffes, donc sur le Pibès, vous savez qu'on a dans les massifs calcaires, on a des truffes du Périgord, là, spontanées. Il y avait des truffières autrefois, hein, vous savez sans doute cela. Je crois 2 tonnes sur le marché d'Argelès par an autrefois, en 1900. Et donc il y a l'idée de relancer un petit peu cette trufficulture, non pas pour faire 2 tonnes, mais pour au moins faire du mycotourisme et de la sensibilisation à l'intérêt de la mycorhization, etc. Voilà. Et là, on a des plantations en Espagne, et vous avez des plants mycorhizés à droite, donc ça se fait... Et des mycorhizes de truffes, là. Donc c'est quelque chose qui commence à bien marcher, ça a tâtonné beaucoup, les plants mycorhizés, maintenant ça marche bien, on sait bien faire quand même. C'est pas extrêmement rentable si on ne fait pas de mycotourisme à côté. Sachez que on a donc, c'est des truffes qui poussent, la truffe noire du Périgord, elle pousse en hiver, hein, elle se développe en hiver, mais en réalité elle a un long cycle, un très long cycle de plusieurs mois, et il faut de l'eau, en particulier en été, pour qu'on ait des belles truffes ensuite en hiver. Donc c'est toute une histoire d'eau, il y a un gros problème avec le climat concernant la truffe. Après, on peut cultiver des champignons sur bois. C'était le thème initial, parce qu'il se trouve qu'ici, on a fait un petit stage où il y avait une vingtaine de personnes pour voir comment on pouvait cultiver des champignons sur le bois avec une perceuse, et on peut enfoncer des petites mèches, des petites chevilles de bois qui sont envahies de mycélium, qu'on a fabriqué, ensemencé en laboratoire. Et c'est quelque chose qui marche bien. Le laboratoire en question, l'idéal, c'est d'avoir un petit engin comme ça, une petite cabine, qui s'appelle une hotte à flux laminaire, ça vaut 5 000 € par là, et ça filtre l'air, et donc on a de l'air filtré, et donc on peut travailler, et on peut ouvrir ces petites boîtes de pétri qui sont stériles au départ, et dans lesquelles on a versé un milieu stérile, qu'on a fait stériliser, c'est un milieu nutritif, et sur ce milieu nutritif, on ouvre les boîtes donc, dans ces conditions d'air stérile, et on peut ensemencer un petit morceau de chapeau de champignon qu'on a prélevé au cœur du chapeau, dans la partie stérile, un chapeau frais, et ensuite, à partir de ce petit morceau de chapeau, on va avoir une colonie de mycène qui va se développer, et à partir de là, on va pouvoir bouturer indéfiniment. On est le maître du monde, parce qu'avec un petit champignon, on peut couvrir le monde de mycélium, en bouturant, c'est du bouturage. Et donc on a là 2 champignons un petit peu différents. Et ce qu'on voit, le petit carré dans la deuxième boîte, c'est un petit morceau du milieu nutritif de la boîte d'avant, du cycle d'avant. Oui. Donc ça, c'est on crée une mycothèque. Donc l'idée, c'est de faire ça ici, d'avoir une mycothèque de différents types de champignons. Et après, ce mycélium, on peut le mettre soit sur des graines de céréales, stérilisées, trempées 1 journée et demie, puis stérilisées dans des pots comme ça. Et le mycélium va envahir toutes ces graines de céréales. Et ces graines de céréales vont servir ensuite à ensemencer, en général la paille, quand on fait des graines de céréales. Mais on peut stériliser des petites chevilles de bois, trempées aussi. Voilà. Et donc, le mycélium va envahir ces petites chevilles de bois, et c'est ça qu'on va enfoncer dans des billots de bois, qu'on va laisser ensuite 1 an. Dernière petite partie, est-ce que les champignons sont des aliments, et en particulier des aliments de demain? Donc l'idée,
de cela, c'est qu'il y a un potentiel qui est très 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 peu développé, en fait, très négligé encore. C'est-à-dire en forêt, il y a à peu près 40 kg de champignons comestibles par hectare en moyenne, en gros. Forêt tempérée. En forêt méditerranéenne, on est plutôt à 20 kg. 40 kg, si vous multipliez par 6000 hectares de forêt, par exemple de la communauté de communes, ça fait pas mal de kilos. Et de cela, on consomme que les cèpes et les chanterelles, quoi. Donc il y a un potentiel qui est ici très, très négligé. Voilà, il y a beaucoup d'idées pour valoriser ça. Et puis après, la culture de champignons, c'est un bio de bois. Ça produit un tiers de son poids en champignons. On peut, et c'est une forme aussi d'agriculture, en quelque sorte, qui est très en lien avec l'environnement, parce que dans la nature, en fait, les champignons dégradent le bois pour que ce bois retourne au sol sous forme d'humus. Et simplement, on détourne un tout petit peu le cycle en mettant des champignons comestibles au lieu de laisser faire la nature, installer sur le bois parfois des champignons comestibles, mais parfois bien d'autres. Donc la cinquième partie, pardon, on est avant le projet. C'est dans le projet que excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Donc la cinquième partie, est-ce que les champignons sont des aliments? Alors on découvre petit à petit, c'est des connaissances qui sont très peu... ça a été très peu étudié en réalité. Donc du fait de l'étudier, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas encore il y a très peu d'années. Et donc des choses comme ça, on découvre qu'on mangeait des champignons au Chili il y a 13 000 ans. C'est mieux connu pour Rome. L'amanite des Césars, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle l'amanite des Césars, c'est un champignon très très apprécié à Rome. Effectivement, 1000 espèces consommées dans le monde. Sur les marchés en Chine, dans le Yunnan, on trouve jusqu'à 100-150 espèces commercialisées à la saison des champignons. En Corse, avant la Deuxième Guerre mondiale, on mangeait jusqu'à 60 espèces, mais les Corses ne le savent plus. Les Corses pensent qu'ils ont mangé toujours 3 espèces ou 4. Donc, sur le marché de Montpellier, on mangeait en 1850, on mangeait jusqu'à 100 espèces de champignons. Donc, c'est un savoir qui s'est perdu, en fait. Comme les plantes, toute la diversité aussi dans les jardins, etc., était un peu perdue, et bien pareil pour les champignons. Alors, pour la petite histoire, il y a des grands chefs brésiliens qui font grand cas maintenant des champignons. Comme vous savez, il y a la grande mode des plantes sauvages. Maintenant, il y a aussi la mode des champignons sauvages. Et il y a plusieurs grands chefs qui s'occupent de ça en France, mais aussi dans d'autres pays, de plus en plus. Deux, trois infos pour ne pas être trop long, mais sachez qu'il existe une petite synthèse bientôt sur les intérêts nutritionnels des champignons. Un gros truc sur les champignons, c'est le fait que, on dit ouais, ça sert à rien, ça apporte rien, c'est pas nutritif du tout, très peu de calories. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, parce que tu peux faire des repas qui te donnent une sensation de satiété, et pour autant qui te donnent pas de sucre, et donc qui touchent pas la glycémie. Vous savez, les problèmes de glycémie. C'est-à-dire on mange du sucre et hop, il y a un pic de glycémie dans le sang et la lymphe. Ça crée énormément de désordre en ce moment. Donc avec les champignons, on a quelque chose d'intéressant. On n'a pas faim. Et pour autant, ça n'apporte pas de calories, ça n'apporte pas de sucre. Donc ça, c'est un intérêt en creux des champignons, un intérêt nutritionnel en creux. Mais ça apporte aussi des choses. Alors, des antioxydants, c'est à la mode depuis 10 ans, à fond. Alors, on découvre des trucs sur les antioxydants qu'on ne soupçonnait pas non plus. Il ne faut pas trop d'antioxydants, en fait, parce qu'on a un système naturel de défense antioxydant si on mange trop d'antioxydants, il marche moins bien. Donc, il faut en prendre quand même. Et la question, c'est comme on ne mange plus beaucoup de fruits et légumes, hein, vous voyez, les enfants, tout ça. Donc, les antioxydants, on n'en mange pas beaucoup. Et donc, les champignons sont intéressants parce qu'ils apportent des antioxydants. Et on découvre, en particulier depuis 2017, un antioxydant qui semble être une molécule miracle. Ça fait toujours un peu marketing quand on dit ça, mais ça semble être vrai. L'ergothionéine, ça a l'air d'être un truc extraordinaire que produit, et c'est extraordinaire, le cèpe en particulier. Alors, sur 14 champignons qui ont été analysés aux États-Unis par cette équipe de recherche qui a fait ça, le cèpe, c'est vraiment le roi de l'ergothionéine. Et ça semble être une molécule très très précieuse pour la santé, associée au glutathion, ce qui est beaucoup mieux connu dans le système naturel,
antioxydants, on en fabrique, sauf qu'à partir de 45 ans, on en fabrique beaucoup moins. Donc c'est intéressant d'avoir des sources de glutathion extérieures. Et les champignons sont des pourvoyeurs de glutathion, par exemple. Et puis, bien d'autres sujets, mais c'est trop long, c'est trop riche. Comment on valorise, je n'ai pas fait de diapo là-dessus, mais comment on valorise ces qualités nutritionnelles? Il faut changer un peu la cuisine, il faut arrêter de faire griller les champignons, cramer les acides gras de ces huiles précieuses, etc. Et on peut le faire, mais un peu pas trop chaud, etc., etc. Donc là, en ce moment, on travaille avec des cuisiniers basques en particulier, les meilleurs, là. On a fait un stage pour eux de nutrition. Comment on peut faire une cuisine des champignons un peu à l'asiatique, là où on cuisine plus à l'eau, à la vapeur. Et éventuellement, de temps en temps, tu fais griller, mais très peu, quoi. À la fin de la cuisson, tu fais vapeur d'abord, tu fais griller un tout petit peu à la fin, pour ne pas, justement, détruire ses qualités nutritionnelles. Quel projet en 3 diapos? Gestion de forêt. Ça intéresse beaucoup la communauté de communes. Pourquoi? Parce que les forêts souffrent. Et donc, l'idée, c'est de réunir ici une équipe de recherche. En fait, il y a Montpellier, Toulouse. Et sur le département, on a 2-3 personnes très capées en termes de gestion forestière, connaissance du sol, connaissance du climat du sol, modélisation des topopédoclimats. On a une équipe qui travaille là-dessus, un très bon pédologue avec un très bon modélisateur de ce qui se passe en termes de climat dans toutes les parcelles d'un sol, en relation avec les pluies qui tombent, le rayonnement solaire, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les sols? Et donc, en fonction de cela, comment on gère une forêt vraiment? Parce qu'on ne peut plus gérer comme avant, il faut être beaucoup plus fin, beaucoup plus prudent. L'histoire des plants mycorhizés, on a un projet là-dessus, plan mycorhizé truffe, plan mycorhizé lactaire, avant de faire les plants mycorhizés pour le cèpe, on n'est pas loin, en réalité. Après, les cultures sur bois, on en a parlé un petit peu. Alors, il y a différentes méthodes. Ça, c'est une méthode un peu plus ancienne. Et puis, les méthodes sur bûche, là, que vous avez juste vu un petit peu en diapo précédente, où on enfonçait des petites chevilles de bois. 1 an plus tard, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans plus tard. Et sur le chêne, avec le shiitake, ce champignon, la meilleure année, ça va être 4 ans plus tard. Donc, il faut faire installer ces cultures et être patient. Et au bout d'un moment, on a un roulement, et donc il y a des cultures comme ça qui se passent dans le monde. Et c'est un marché intéressant parce que les champignons qu'on achète de plus en plus sont uniquement poussés sur paille, sur sciure. Et les Chinois nous abreuvent de kits à produire des champignons. Donc vous voyez le bilan carbone des kits à produire des champignons. Et les Chinois produisent 30% par an, 30% de champignons en plus par an en ce moment. Donc il y a vraiment une histoire alimentaire derrière. Mais ils sont en train de... le problème, c'est d'utiliser toutes les pailles, toutes les sciures qui traînent pour produire des champignons. Donc il y a une pression comme ça sur la matière organique. Cette matière organique, après, encore faut-il qu'elle retourne au sol. Parce que quand on cultive sur paille, il faut que la paille revienne au sol. Donc c'est un peu compliqué dans la mondialisation des échanges, non seulement de champignons, mais de substrats qui se baladent comme ça. Et en fait, le bois, c'est un truc magnifique pour produire des champignons. Ça produit des champignons de bien meilleure qualité. Et ça peut être une production locale, circuit court, etc. Donc c'est des projets qui intéressent pas mal de jeunes maraîchers, par exemple, qui veulent diversifier leur production. Donc le projet, c'est de les aider à monter ça, quoi, collectivement. Et puis le mycotourisme, alors en 3 mots, l'Espagne, la région Castille-et-Léon sont fous de champignons. Et il y a le mycotourisme, c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est rien, mais 60 millions quand même pour des champignons, c'est beaucoup. Donc, que du tourisme, c'est-à-dire les gens qui veulent qu'on leur montre un peu les champignons, on leur fait des petits musées de champignons, on leur fait des petits cours de cuisine, etc. etc. C'est comme si ça redonnait un lien à la nature, parce que c'est une société très urbanisée en fait. L'Espagne, vous voyez, dans beaucoup de régions. Vous voyez l'histoire du coronavirus aussi par rapport à cette urbanisation dense quand même de l'Espagne, peut-être c'est un lien. Et le boom du mycotourisme, c'est le Québec. Alors, ils sont fous de ça, les Québécois. C'est un gros boom terrible. Donc ils sont très brillants d'ailleurs pour monter des projets super intéressants. Donc on travaille avec eux, avec le Kamouraska, la Mauricie, Saguenay, Lac-Saint-Jean. C'est des petits territoires qui sont très actifs sur la question du tourisme comme ça, mais aussi de la culture des champignons et tout ça. Et merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop...